On a un ordre du jour qui est relativement chargé aujourd'hui, avec 3 premières discussions, une 4e discussion qui aura lieu demain. Donc je propose qu'évidemment on puisse basculer rapidement sur nos discussions. Peut-être vous rappeler l'ordre du jour. On commence par la discussion autour des questions internationales, l'idée étant qu'on reprend l'ordre de notre texte d'orientation. Si les uns et les autres, et les unes et les autres, et que vous soyez femmes, hommes, camarades, militantes, militants, voilà, vous pouvez accéder là à l'ensemble des textes puisque ils ont été mis à disposition. Donc d'abord une discussion autour des questions internationales. Nous aurons ensuite la discussion autour de la situation en France. Et puis en fin de journée, on aura un débat qu'on a mis un peu à part, qui ne colle pas tout à fait au texte d'orientation, mais qui traitera des enjeux écologiques, puisqu'il y avait eu une contribution au débat sur ces questions-là qui avait été déposée par des militantes et militants. Ils pourront du coup présenter ce texte sur les enjeux écologiques. Et puis demain, on aura une discussion autour de nos tâches et qui inclura une discussion autour de la question des élections européennes. Voilà pour les éléments que je voulais donner à connaissance de chacune et chacun en début de réunion. Et donc, je propose qu'on puisse commencer sur la question internationale, un débat autour de Ukraine-Palestine, quelle réponse au désordre du monde. L'introduction est assurée par Michel et l'animation par Pilou et Christian. Et donc, nous avons 1 heure pour mener à bien cet échange. Oui, c'est Michel donc, qui va introduire. Ça ne se fera pas uniquement sur les questions Palestine-Israël, ça sera un panorama plus important de la situation internationale, mais après, on recentrera les discussions. Chacun pourra s'exprimer donc, sur toutes les questions et on essaiera, nous, de recentrer un peu les discussions en cours sur la question Palestine et Ukraine en particulier. Mais donc l'introduction est plus générale de Michel. Alors, je commence par une petite anecdote. Le 22 février dernier, à Bordeaux, pour la manif Ukraine, j'avais décidé de faire ma propre pancarte, ma propre pancarte individuelle, parce que l'association des Ukrainiens de Bordeaux ne voulait pas de parti politique en tant que tel représenté dans la manif. Et donc le seul moyen, c'était de faire une pancarte individuelle. En fait, j'ai pas pu la faire parce qu'il pleuvait à verse, il aurait fallu que je fasse un truc perfectionné avec du plastique, etc. Mais voici ce que j'avais prévu d'écrire sur ma pancarte. Ça aurait été « Je soutiens l'Ukraine parce que je soutiens la Palestine, je soutiens la Palestine parce que je soutiens l'Ukraine ». Et outre qu'il me semblait que cette formule aurait été une bonne interpellation de la gauche qui souvent a des positions à géographie variable sur les deux questions, et qu'elle aurait aussi été une bonne interpellation pour les Ukrainiens présents. Vous savez quelles sont les horribles positions de M. Zelensky sur la question palestinienne. Il essaye de coller à l'État d'Israël. Il me semblait qu'elle était fidèle à l'orientation de la GDS, puisque nous soutenons les luttes de libération nationale, nous luttons contre l'impérialisme et nous luttons contre le colonialisme. Voilà. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous ne sommes pas, ou en tout cas pas encore, là j'ai pas de diagnostic personnellement, en 1913-1914, avec des rivalités inter-impérialistes à la veille imminente de provoquer une déflagration mondiale, entre deux camps dont aucun n'est celui des travailleurs. Alors nous ne nions pas du tout, dans l'affaire ukrainienne, l'aspect inter-impérialiste de la guerre en Ukraine. Ce n'est pas par philanthropie que l'OTAN ou l'Union européenne soutiennent un peu l'Ukraine, mais l'agression russe comme nation contre une nation souveraine, donc elle nie jusqu'à l'existence, a provoqué une lutte armée de libération nationale, de la même manière que l'occupation nazie en France, pendant la Seconde Guerre aussi, il y avait un aspect inter-impérialiste. De la même manière donc que l'occupation nazie en France avait provoqué la résistance en défense de la démocratie, mais aussi de la nation, le droit d'être nous-mêmes. Donc l'aspect résistance nationale se surimpose aux rivalités inter-impérialistes. Nous ne soutenons pas le gouvernement néolibéral de M. Zelensky, mais nous soutenons la résistance nationale, le mouvement syndical et la faible gauche ukrainienne. Faible pour des raisons historiques que vous comprenez facilement. Et de ce point de vue, la situation palestinienne est différente de l'ukrainienne. En Palestine, nous sommes pour le cessez-le-feu immédiat, car la résistance palestinienne a besoin
a besoin de ce cessez-le-feu, alors que relativement à l'Ukraine, le pacifisme ne correspond pas aux besoins. La diplomatie ne reprendra ses droits que lorsque l'armée russe aura subi des revers majeurs et obligera Poutine ou son successeur à négocier. Nous revendiquons que nos impérialismes envoient les armes les plus modernes et puissantes à l'Ukraine, car c'est le seul moyen de donner une chance à la paix. Nous demandons à la fois que la France démantèle ses bases militaires en Afrique. N'oubliez pas qu'il en reste au Sénégal, au Tchad, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, même si on s'est fait virer du Mali, du Burkina et du Niger. Qu'ils se sont fait virer, pardon. Et qu'elle livre plus d'armes modernes, y compris offensives à l'Ukraine. Ainsi, cela n'imposera pas nécessairement la hausse du budget militaire si on se retire d'Afrique et qu'on donne le soutien, la priorité à l'Ukraine. Et par ailleurs, il ne s'agit nullement d'une co-belligérance. Je rappelle une situation que tout le monde connaît. Quand l'URSS soutenait le Vietnam agressé par les États-Unis d'Amérique, jamais elle n'a été considérée comme co-belligérante par les États-Unis. Il n'y a aucun doute que mondialement, nous nous rapprochons d'une situation à la 1913. Je mets plein de guillemets parce que les analogies historiques sont toujours très contestables. La Première Guerre mondiale avait aussi été précédée par une série de guerres coloniales locales et autres occupations, du Maroc, de l'Abyssinie, du Dodécanèse, de la Chine du Nord par le Japon, etc. Et aujourd'hui est particulièrement inquiétante la situation dans l'Indo-Pacifique, avec le réarmement massif d'une part de la Chine et de la Corée du Nord, et d'autre part de la Corée du Sud, du Japon, de Taïwan, des Philippines, de l'Indonésie, de l'Australie et de l'Inde. L'exemple de l'Inde de M. Narendra Modi, ce dirigeant extrémiste, hindouiste, islamophobe, que Macron a convié comme invité d'honneur à assister au défilé du 14 juillet, montre bien qu'il ne s'agit pas, en tout cas pas seulement, d'une rivalité entre démocratie et totalitarisme, même si la défense des droits démocratiques fait partie de notre ADN. D'ailleurs, dans la question de Taïwan, nous n'avons pas à décider si cette population insulaire fait partie ou non de la nation chinoise, mais de constater que les Taïwanais tiennent à la démocratisation opérée progressivement depuis 30 ans et que la répression des libertés démocratiques par le pouvoir central pékinois à Hong Kong leur montre bien qu'ils ne peuvent pas décider volontairement la réunification. C'est-à-dire que c'est le régime de Pékin qui interdit la réunification. La montée des tensions interimpérialistes et le nouvel ordre géopolitique mondial sont évidemment en lien avec l'étape actuelle du système monde capitaliste. On peut le dire aussi autrement. C'est-à-dire que la multiplication des guerres et l'aggravation des tensions entre et au sein des États ne sont qu'un des signes de la nouvelle période historique de convergence des crises qui a débuté avec celle de 2008. La crise du capitalisme a pris une nouvelle ampleur depuis la crise économique de 2008 et la récession qui l'a suivie, et surtout avec la pandémie de Covid. La crise du capitalisme est clairement devenue multidimensionnelle. Il y a convergence, il y a une articulation entre la crise environnementale, la phase de stagnation économique durable, l'intensification de la lutte pour l'hégémonie dans le système interétatique entre les États-Unis et la Chine, les avancées de l'autoritarisme et du néofascisme, la multiplication des guerres dans le monde, Palestine, Ukraine, Soudan, Éthiopie, Congo, Myanmar, etc. Et cette articulation montre que nous sommes entrés dans un nouveau mouvement de l'histoire du capitalisme. Alors je ne dis pas une grande période au sens marxien, mais dans un nouveau moment de l'histoire du capitalisme, qualitativement différent de celui que nous avons vécu depuis la mise en place de la mondialisation néolibérale à la fin des années 80, la chute de l'URSS, etc., beaucoup plus conflictuelle du point de vue de la lutte des classes que celle qui s'était ouverte donc avec l'effondrement de l'URSS. La toile de fond de cette crise multidimensionnelle et le point de rencontre de toutes les facettes de cette crise est la crise écologique, causée par 2 siècles d'accumulation capitaliste prédatrice. L'économie mondialisée, basée sur la combustion d'énergie fossile et la consommation croissante de viande et d'aliments ultra-transformés, produit rapidement un climat qui réduira l'espace géographique dans lequel l'humanité peut vivre. L'agro-industrie, l'exploitation minière et l'extraction d'hydrocarbures progressent encore, ce qui est à proprement parler invraisemblable. Cette situation a-t-elle des précédents ? Par exemple, ce que l'historien britannique marxiste Eric Hobsbawm avait appelé l'âge des catastrophes, c'est-à-dire 1914-1946. En fait, la même guerre mondiale séparée par un bref interlude. Il y a 2 grandes différences avec la situation actuelle. La première est que nous sommes face à la crise écologique. Le système a créé les conditions d'une complète transformation régressive de la vie de l'humanité. La deuxième, c'est l'absence d'une alternative au capitalisme qui soit crédible aux yeux des masses,
l'absence d'un ensemble de forces anticapitalistes dirigeant des révolutions économiques et sociales. Alors qu'à l'époque, on avait des partis communistes puissants, dont on pense tout ce qu'on veut, mais c'était crédible pour une partie de la classe ouvrière. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas des luttes et des résistances, mais elles ont été confrontées d'un point de vue objectif, non seulement au capitalisme néolibéral et à ses gouvernements, mais aussi au dilemme de la réorganisation structurelle du monde du travail. La classe ouvrière industrielle a perdu de son poids dans une grande partie de l'Occident, et les nouveaux précaires ont en général encore des difficultés à s'organiser de manière permanente. À cela s'ajoute l'extrême fragmentation de la gauche socialiste. Alors, les luttes sont plus difficiles et les résultats en termes de conscientisation et d'organisation politique sont plus rares. Naturellement, il faudrait nuancer, parce qu'il y a quelques contre-exemples. La défaite de Bolsonaro au Brésil, la victoire de la gauche au Chili et en Colombie, la progression de la lutte armée au Myanmar. Mais la tendance générale est celle-là. On est donc, je me répète, en situation de convergence des crises, ou d'une crise capitaliste multidimensionnelle. Il ne s'agit pas d'une simple somme de crises, mais d'une combinaison dialectiquement articulée dans laquelle chaque sphère a un impact sur l'autre et est impactée par les autres. Les pays capitalistes centraux, y compris à l'Est, s'ils ne sont pas suicidaires, font face au défi très difficile de mettre en œuvre une transition énergétique qui minimiserait les effets du changement climatique au moment même où la baisse tendancielle du taux de profit s'aggrave. Le contexte de la guerre en Ukraine, dans cette stagnation économique, a aggravé la situation alimentaire critique des personnes les plus pauvres dans le monde. Il y aurait 250 millions d'ultra-pauvres de plus entre 2014 et 2023. Et le flux des personnes déplacées augmente, mais il est très important de toujours répéter que 80% de ces flux migratoires sont sud-sud et non pas nord-sud, comme essayent de le faire, sud-nord, comme essayent de le faire croire les grands médias et les populistes de droite. Alors, face aux perspectives désastreuses environnementales et économiques, des fractions bourgeoises croissantes se détachent du projet des démocraties formelles comme meilleur moyen d'appliquer les préceptes néolibéraux et adoptent des alternatives autoritaires, comme Trump, comme Modi, comme Bolsonaro, comme Orban, comme Aliyev en Azerbaïdjan. Une conséquence de ce tournant est aussi de jeter les femmes dans le dilemme de survivre mal ou de se battre. En effet, le système s'attaque brutalement aux services sociaux qu'il avait créés dans le passé, les détruit ou les cède au secteur privé. Le néolibéralisme maintient les femmes dans le cadre de la main-d'œuvre formelle dans le Nord et dans des formes moins structurées et plus informelles dans le Sud. En revanche, les dispositifs numériques et algorithmiques, c'est la révolution scientifique en marche, permettent au capitalisme d'exploiter de nouvelles forces productives, comme les plateformes numériques, de nouveaux types de relations sociales, c'est l'ubérisation, et la marchandisation de diverses relations sociales. Dans le même temps, le centre de gravité de l'accumulation mondiale de capital s'est déplacé au XXIe siècle de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire l'Europe et l'Est des États-Unis, vers le Pacifique, c'est-à-dire l'Ouest des États-Unis, l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Ce n'est pas seulement la Chine qui est décisive, elle l'est bien sûr, mais ce n'est pas seulement elle, mais toute la région, du Japon à la Corée, à l'Australie et à l'Inde. Dans le même temps, les mouvements et partis d'extrême droite se sont renforcés dans le cadre du système, même s'ils se présentent comme anti-système. Très souvent, ils sont liés à ou soutenus par des organisations religieuses, néo-pentecôtistes aux Amériques Nord et Sud, hindouistes en Inde, intégristes en Israël. La montée de cette constellation de néo- ou post-fascistes est principalement le résultat d'au moins 2 décennies de crise des démocraties néolibérales. Ces régimes néolibéraux sont responsables de l'accroissement des inégalités et de la paupérisation. Et la racine profonde de la nouvelle extrême droite est donc le désespoir des secteurs sociaux appauvris face à l'aggravation de la crise, en contexte d'absence d'une gauche combative et de masse. Quant aux nostalgiques du stalinisme, qui défendent Poutine, le modèle chinois, Maduro ou Ortega comme alternative au système occidental, ils collaborent à l'affaiblissement des libertés et créent donc des obstacles supplémentaires aux luttes pour une démocratie réelle, c'est-à-dire socialiste. Ainsi, l'économie néolibérale, en contexte de croissance dérisoire depuis 2008, lutte contre sa propre crise par une fuite en avant, à travers la concentration continue du capital, la financiarisation, l'endettement, la numérisation et contre les coûts de la transition écologique par une relance du nucléaire qui sera non moins coûteuse. Un peu différent de la crise du capitalisme en tant que telle, il se produit aussi une crise du système impérial, c'est-à-dire un affaiblissement de la puissance hégémonique traditionnelle, les États-Unis, et de la montée de nouveaux impérialismes, chinois et russes principalement, et de sous-impérialismes régionaux comme le Brésil ou l'Inde. En tout cas, l'unipolarité du bloc
sous hégémonie américaine n'existe plus. C'est aussi de cette manière que l'on peut expliquer les rodomontades de Macron sur l'envoi de soldats au sol en Ukraine. Le bloc chinois en expansion offensive inclut la Russie, la Corée du Nord, plusieurs républiques d'Asie centrale et s'allie au califat du Moyen-Orient comme l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn ou l'Iran. Ce bloc tente d'instrumentaliser les BRICS. Vous vous rappelez, les BRICS, c'est l'acronyme anglais pour Brésil, Russie, Inde et Afrique du Sud et Chine. Élargi à partir de ce mois de janvier-là, 2024, à l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, tout pays très démocratique comme vous comprenez, en une alliance contre les impérialismes occidentaux. Alors, la nature du grand bond chinois des 30 dernières années a été capitaliste, mais centralisé. Ce capitalisme, qui peut être privé, est cependant inséré dans une planification étatique ou partisane via le Parti communiste chinois. Ces politiques de développement, en revanche, sont tout à fait classiques. Le fait est que la Chine est désormais exportatrice et non plus importatrice de capitaux, et elle investit de plus en plus dans l'armement. Inversement, la transition au capitalisme en Russie a été chaotique. Mais Poutine et son groupe ont décidé de recentraliser le capitalisme russe en utilisant les relations bonapartistes entre et avec les oligarques et via une version à peine rajeunie de la vieille idéologie nationaliste et impérialiste de la Grande Russie. Ainsi, la guerre en Ukraine pourrait durer encore longtemps. D'autant plus que les États-Unis ont donné la priorité au soutien à l'État ethnocolonial israélien. Mais l'émergence de rivaux et la fin de l'unipolarité n'enlèvent rien à la nature des États-Unis en tant que pays le plus riche et le plus puissant militairement, avec une bourgeoisie convaincue de sa mission historique de dominer la planète. Quelques mots sur l'Afrique. La série de coups d'État en Afrique de l'Ouest, dans les ex-colonies françaises, Mali, Burkina, Niger, et la Guinée-Bissau à de multiples reprises, n'a rien d'anti-impérialiste. C'est à la fois le reflet de la profonde crise sociale traversée par la région, aggravée par les rébellions djihadistes. Mais cette crise sociale est aussi une des causes de ces rébellions djihadistes, car contrairement à l'image qu'on nous en donne, les terroristes djihadistes, il s'agit de vraies guerres civiles. Au Gabon, le coup d'État n'a été ni français ni pro-russe, simple révolution de palais au sein d'un système gérontocratique. Cela dit, ces militaires ne présentent pas une alternative et avant leur coup d'État, ils étaient parfaitement intégrés aux élites locales. Ils ont simplement choisi, pour la plupart, un impérialisme, le russe, contre un autre, le français, sauf au Gabon. La population les a pour l'instant suivis, en tout cas dans les grandes villes, car la puissance coloniale connue, la France, était naturellement plus facilement pointée du doigt. Mais les contradictions éclateront vite, comme on l'a vu au Sénégal, quand le président en place a tenté de repousser les élections. Alors, la confluence des crises devrait déboucher sur des luttes et des revendications combinant les domaines économiques, féministes, antiracistes, environnementaux et démocratiques. Parce que nous vivons une époque où les luttes écologiques sont tendanciellement des luttes prolétariennes, les luttes féministes des luttes écologiques, les mouvements de libération nationale des luttes sociales. C'est la seule bonne nouvelle de la période, mais tout dépend de la gauche. Pour terminer, je voudrais reparler non pas de la Palestine, mais d'Israël. Que se passe-t-il dans la société israélienne pour qu'elle ait permis la prise du pouvoir de l'extrême droite? Comment expliquer la dégénérescence de la société coloniale israélienne? Or, plutôt que de faire une longue analyse, je vais juste vous lire une belle citation d'Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme, qui est de 1955, qui ne parlait évidemment pas d'Israël, mais qui dit tout. Que dit Aimé Césaire? Nul ne colonise innocemment, nul non plus ne colonise impunément. Une nation qui colonise, une civilisation qui justifie la colonisation, donc la force, est déjà une civilisation malade, une civilisation moralement atteinte, qui irrésistiblement, de conséquence en conséquence, de reniement en reniement, appelle son Hitler. Je veux dire son châtiment. Je rappelle, on était en 1955. L'action coloniale, l'entreprise coloniale, la conquête coloniale, fondée sur le mépris de l'homme indigène, est justifiée par ce mépris, tend inévitablement à modifier celui qui l'entreprend. Le colonisateur qui, pour se donner bonne conscience, s'habitue à voir dans l'autre la bête, s'entraîne à le traiter en bête, tend objectivement à se transformer lui-même en bête. C'est ça qui se passe en Israël aujourd'hui.